Monsieur Luc Michel, vous êtes des géopoliticiens belges. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, les négociations sont en cours entre l'Iran et les 5+1. Je parle des négociations nucléaires. Il y a eu en fait beaucoup de prises de position ces derniers jours de la part des Américains et d'autres pays, et également des Iraniens. Et le guide suprême de la révolution islamique d'Iran a été clair et net sur ce point. Il a dit que voilà, qu'il était d'accord avec un bon accord, un accord qui tient compte des intérêts du peuple iranien, mais il a dit qu'il est contre un accord qui porte préjudice aux intérêts nationaux du peuple iranien et qui humilie le peuple iranien. Et là, il dit qu'il préfère plutôt ne pas avoir en fait un accord qu'un mauvais accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Michel? Écoutez, on est un peu dans l'avis que je vous avais donné sur le même sujet au début de cette année. C'est-à-dire que toutes les parties autour de la table de l'accord ne sont pas sincères. La première chose, je parle des Occidentaux bien entendu, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une discussion sur le nucléaire iranien, mais c'est une discussion sur le nucléaire iranien et les sanctions contre l'Iran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les négociations 6+1, il manque quelqu'un autour de la table. Il manque M. Netanyahou qui n'arrête pas de faire preuve d'une volonté de sabotage de tout accord et qui vient encore d'ailleurs de renouveler ses menaces contre un accord qui laisserait l'Iran développer sa filière. Qu'est-ce que c'est les négociations? Ce sont en fait les grandes puissances occidentales, plus la Chine et la Russie. On notera deux choses au niveau international. C'est l'absence de l'Union européenne en tant que telle. La France et la Grande-Bretagne sont là en tant que puissance nucléaire, mais aussi en tant que principaux alliés des États-Unis en Europe occidentale. La Grande-Bretagne, c'est l'allié traditionnel, les cousins, comme disent les Américains, et la France, c'est depuis Nicolas Sarkozy et le retour de la France dans le commandement politique de l'OTAN, c'est le meilleur allié de Washington en Europe. La dernière puissance européenne qui est là, c'est l'Allemagne de Mme Merkel, que moi j'appelle la Grande Allemagne. Pour le moment, l'Allemagne est sous les feux de l'actualité dans un grand nombre de pays, notamment en Ukraine, notamment au Proche-Orient, mais aussi en Afrique où il y a une volonté de retour de cette Grande Allemagne. Et donc, elle est là à titre individuel. L'Allemagne n'est pas là pour représenter l'Union européenne. Donc, première constatation, c'est le fait que l'Union européenne, au niveau international et diplomatique, ne représente rien. Seconde chose, c'est le grand élément actuel, c'est que la Russie de Vladimir Poutine est maintenant dans une position de soutien complet à l'Iran. On a vu les déclarations de Vladimir Poutine juste avant son voyage en Égypte, et c'est un soutien aux droits, ce qu'il appelle lui-même les droits de l'Iran à développer la filière donc nucléaire civile. Face à ça, il y a essentiellement les Américains, puisque les Britanniques, les Français et les Allemands ne font que suivre la position américaine. L'Amérique, avec son arrogance habituelle, par la voix de John Kerry notamment hier, estime qu'elle est en position de force et estime qu'elle peut imposer sa volonté. C'est ce que votre guide suprême a dénoncé en disant qu'un accord, ce n'était pas une partie qui imposait totalement ses volontés. Que voudraient les Américains? Les Américains voudraient en fait rouler dans la farine les Iraniens, c'est mon avis, c'est-à-dire en faisant un accord en deux parties. On commencerait par définir un calendrier ou un accord politique, et après cela seulement, c'est l'avis de John Kerry aussi, on définirait un ensemble de sujets techniques. C'est à ce moment-là qu'on recommencerait une seconde négociation avec les Iraniens, qui serait déjà liée par l'accord politique signé,
et qui devrait en fait, qui se verrait imposer une nouvelle série de conditions, c'est-à-dire pour réduire encore leurs droits. Derrière tout ça, la question des sanctions n'est pas débattue. Il faut quand même savoir que les sanctions qui sont celles des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. C'est pour ça que la non-présence de l'Union européenne dans ces discussions, même si elle révèle la faiblesse de Bruxelles, c'est un non-sens, puisqu'une grande partie des sanctions sont ouest-européennes, c'est le même phénomène que la Russie. Les sanctions coûtent très cher à l'Iran, leur but, ce n'est pas du tout, comme on le raconte, ce n'est pas du tout une punition, soi-disant pour un nucléaire non contrôlé. C'est une volonté de détruire l'économie iranienne. Les sanctions, dans tous les pays où elles étaient imposées, commençons par Cuba à partir des années 60, la Libye, vous savez que j'ai longtemps travaillé avec la Jamaïria libyenne, j'ai vu moi ce que donnait plus de 10 années de sanctions en Libye. Ce sont des pays qui retournent vers le passé. Dans le cas des sanctions contre l'Irak, par exemple, Madeleine Albright avait bien expliqué que le but était de renvoyer le pays au Moyen-Âge, et c'est la même chose actuellement dans les sanctions contre la Russie, dont le but est de détruire son économie. L'Iran, fort justement, entend lier la question des sanctions et la question du nucléaire, elle a raison de le faire, et évidemment, elle veut une solution pour les deux cas. Voilà le tableau. Comme je ne l'étais pas au mois de janvier, je ne suis toujours pas optimiste pour arriver à un accord. Et une dernière chose sur ce sujet, les Américains, en fait, leur attitude le montre, ils veulent prendre tout sans rien donner en contrepartie. Mais c'est la politique américaine, c'est-à-dire que, vous savez, en 1945, il faut parler dans les fondements de la géopolitique et de l'ordre international. En 1943, à la conférence de Téhéran, puis en 1945, à la conférence de Yalta, on a défini un ordre mondial, qui était celui des vainqueurs de l'Allemagne nazie et du Japon. Mais cet ordre reposait en fait sur un accord, ce qu'on appelle un condominium en géopolitique, entre l'Union soviétique et les États-Unis, pour en fait la domination du monde. À partir de ce moment-là, chaque fois que l'une des superpuissances exagérait dans sa volonté de domination, les pays qui étaient agressés allaient chercher un contrepoids de l'autre côté. Dans la pratique, à partir des années 60, c'était l'inverse, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les États-Unis se déployaient mondialement, eh bien, les Soviétiques devenaient le recours de beaucoup de pays. Ça a été le cas particulièrement en Afrique. Beaucoup de pays n'ont pu mener leur guerre de libération nationale décolonisée que grâce aux Soviétiques. Arrive la fin de ce condominium avec la chute de l'Union soviétique. Cette chute, elle a été préparée par les Américains avec la course aux armements, mais aussi avec un accord avec la Chine. Ce sont les rencontres entre Mao et Nixon en 1972 et qui sont en fait un axe Pékin-Washington. C'est rarement expliqué. C'est là que se trouve la source de la fin de l'Union soviétique. Pas du tout dans la chute du mur de Berlin et les choses comme ça. À partir de 1991-92, on n'a plus de contrepoids soviétique. La Russie disparaît jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine. Ça devient une petite puissance régionale. La Chine est prise par son développement économique et donc les États-Unis dominent la planète. Ils ont encore maintenant un outil militaire que personne n'a, 900 bases militaires dans le monde, 39 grandes flottes. Pour que vous compreniez, les Chinois et les Russes ensemble n'en ont que 5, 39 flottes contre 5. Une alliance surpuissante, puisque c'est l'OTAN. Avec cela, ils contrôlent la deuxième économie mondiale, qui est celle de l'Union européenne. Et donc, on a un monde déséquilibré, ce que les Russes appellent avec justesse le monde unipolaire. Les Américains, forts de 20 ans, presque 30 ans maintenant, de ce statut de superpuissance, estiment qu'ils ont gagné
la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont gagné la guerre froide, comme le disent les néoconservateurs américains, que le XXe siècle a été un siècle américain, et aujourd'hui, que ce soit les néoconservateurs qui sont de retour sur la scène américaine, ou que ce soit les géopoliticiens américains comme George Friedman, par exemple, de l'Institut Stratford, ils se battent pour le moment pour que le XXIe siècle soit aussi un siècle américain. À partir de ce moment-là, c'est la mentalité de superpuissance, tout leur est dû. Ils représentent non seulement la force, mais dans leur esprit, ils représentent la morale, la justice et le bien. C'est évidemment une sinistre comédie pour les peuples du monde. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des négociations, pas seulement avec l'Iran, ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est la même chose. Ce qui se passe actuellement en Syrie, avec la coalition soi-disant contre Daesh, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens arrogants et qui veulent tout.